La soirée d'initiation à Delta Gamma était réputée pour son intensité. Mais cette année, nous avons décidé de pousser les limites. En tant que leader émergent, moi, Tom, j'ai été chargé par les seniors d'organiser un canular mémorable. Le plan était simple, un faux enlèvement pour tester le courage de nos nouveaux membres. Ce devait être un chaos contrôlé, un rituel effrayant mais sans danger. Seulement, je ne savais pas que ça deviendrait un cauchemar. La nuit était fraîche et la lune voilée par les nuages, créant une ambiance lugubre dans l'entrepôt abandonné. Les recrues, yeux bandés et désorientés, étaient conduites à l'intérieur une par une, mains légèrement attachées. Leur rire nerveux résonnait contre les murs, mêlé à nos voix faussement sévères de frères ravisseurs. « Avancez, les bleus ! Ce soir, vous prouverez si vous êtes dignes de Delta Gamma », ai-je crié d'un ton menaçant. Nous avions décoré l'entrepôt avec des accessoires effrayants, de vieilles chaînes pendues au plafond, un éclairage faible qui clignotait et des murmures sinistres diffusés par un haut-parleur caché. Ce n'était que de la mise en scène. C'est alors que 5 autres étudiants sont entrés à vélo, déguisés en membres de gang. Ils ont commencé à crier, sorti des armes et fait fuir les quelques seniors présents. Tout faisait partie du canular pour faire croire aux novices que notre blague avait mal tourné et qu'ils étaient en danger réel. Mais on ignorait comment réagiraient des novices effrayés. L'ambiance a changé quand Mike, l'un des seniors, a grimpé sur une pile de caisses pour feindre de fuir le gang de motards. Dans son élan, il a perdu l'équilibre et s'est écrasé avec un bruit terrifiant. Le son de sa chute était à glacer le sang. Alors qu'il gisait immobile, une flaque de sang commençait à se former autour de sa tête. La panique s'est emparée des novices comme des frères. « Mon Dieu !»« Il est vraiment blessé !» a crié quelqu'un. La scène sombra dans le chaos. Les limites entre notre peur mise en scène et l'horreur réelle s'estompant rapidement. Dans la confusion, j'ai remarqué Paul, un des novices, son bandeau pendant autour du cou, les yeux écarquillés de terreur. Il respirait fort, son regard s'agitant comme s'il cherchait une issue. Avant que je puisse le rassurer que c'était juste un canular raté, son instinct de survie prit le dessus. Paul se releva d'un bond, mains toujours liées, et trébucha vers un morceau de métal parmi les débris causés par la chute de Mike. Il s'en empara, le tenant comme une arme. « Reculez !» hurla-t-il, la voix brisée par la peur. « Paul, calme-toi, mec !» J'ai tenté de l'approcher, main levée en signe d'apaisement. Mais la peur l'avait saisi, se transformant en quelque chose de sombre et incontrôlable. Il bondit en avant, balançant le métal avec une rage sauvage. Le premier coup atteignit James, un autre frère, en plein visage. Le sang gicla tandis qu'il s'effondrait, son cri coupé net par l'impact brutal. La vue du sang semblait pousser Paul plus loin dans sa frénésie, ses actions désespérées et sauvages. « Paul, arrête !» Mais mes cris ont été noyés par le chaos. Chaque tentative pour le maîtriser était accueillie par une résistance violente. Chaque coup de son arme improvisée était plus frénétique que le dernier, chacun produisant un craquement écœurant d'os et de chair. L'entrepôt, jadis rempli d'horreurs mises en scène, était maintenant une scène de véritable terreur. Des frères étaient à terre, gémissant de douleur ou pire, immobiles. Les novices, libérés de leurs bandeaux par le tumulte, se blottissaient ensemble, regardant avec horreur Paul, guidé par la peur et des croyances erronées, devenir le monstre que nous avions prétendu être. À cet instant, l'air s'est rempli d'une odeur métallique de sang et du son de supplications désespérées pour retrouver la raison. J'ai compris que je devais trouver un moyen d'arrêter ça avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé ou tué. Alors que Paul frappait sauvagement, ses yeux fous de paranoïa et sa respiration haletante, je me suis caché derrière une colonne, cherchant une solution. La situation avait échappé à tout contrôle, notre blague se transformant en une réalité horrifiante. Chaque cri et chaque coup de métal frappant la chair soulignait la gravité de notre situation. Je savais qu'il fallait agir vite. « Paul, écoute-moi !» J'ai essayé à nouveau, criant par-dessus le chaos, tentant de percer le voile de sa terreur.
Personne ne veut te faire de mal, c'est juste une mise en scène. » Mais raisonner avec lui était inutile. Sa terreur s'était muée en un instinct de survie frénétique qui voyait des menaces dans chaque ombre, chaque mouvement. En regardant derrière la colonne, je l'ai vu se tourner vers moi, son visage déformé par la confusion et la rage. Me voyant exposé, j'ai vite reculé, mais pas avant que nos regards se croisent, un instant où j'ai vu sa peur et sa trahison. Dans cet état, Paul était imprévisible et extrêmement dangereux. Un autre frère tenta de l'approcher par derrière pour le désarmer, mais Paul le sentit et réagit avec une vitesse terrifiante. Il balança le morceau de métal, frappant la jambe du frère avec un craquement qui résonna dans tout l'entrepôt. Le frère s'effondra en hurlant, agrippant sa jambe. L'air était chargé de panique et de l'odeur âcre du sang. Il était clair que si nous ne maîtrisions pas Paul rapidement, nous risquions des blessures graves, voire pires. J'ai scruté la pièce, cherchant quelque chose d'utile, mon regard s'arrêtant sur une corde épaisse du décor. Une idée se forma, désespérée mais nécessaire. J'ai saisi la corde et fait signe à 2 frères indemnes, leur chuchotant rapidement un plan. Nous nous sommes dispersés, encerclant Paul avec soin pour ne pas attirer son attention trop tôt. L'idée était de le maîtriser, sans causer plus de blessures, ni à lui ni à nous. Le timing était crucial. Quand Paul se retourna contre un autre assaillant imaginaire, nous avons agi. Je me suis approché de face, gardant son attention sur moi, pendant que les autres arrivaient par les côtés. « Paul, on ne veut pas te faire de mal », ai-je dit, gardant un ton calme, mes mains visibles et ouvertes. Son hésitation nous a donné le moment dont nous avions besoin. Les frères ont bondi, le prenant par surprise. On l'a plaqué au sol, l'impact faisant tomber la barre métallique. Il se débattait violemment, criant des propos incohérents sur la trahison et les pièges. Avec la corde, nous avons vite attaché ses mains, le maintenant fermement. Ses cris se sont peu à peu transformés en sanglots, sa résistance s'épuisant tandis qu'il réalisait sa situation. Une fois Paul maîtrisé et plus menaçant, nous nous sommes occupés des blessés. L'air était rempli de gémissements et de voix pressantes. J'ai sorti mon téléphone, l'écran fissuré mais fonctionnel, et j'ai composé le 911. L'appel a abouti et j'ai vite expliqué la situation, la voix tremblante d'adrénaline et de soulagement. Les services d'urgence sont arrivés vite, leurs sirènes perçant le silence qui régnait sur l'entrepôt. Pendant que les ambulanciers s'occupaient des blessés, les policiers prenaient les témoignages. Paul a été doucement emmené, une couverture sur les épaules, ses yeux vidés de terreur mais remplis d'un regret naissant. Assis à l'arrière d'une ambulance, regardant toute cette agitation, le poids des événements s'est abattu sur moi. Notre blague, censée nous rapprocher, s'était transformée en traumatisme qui laisserait des cicatrices sur chacun de nous. La culpabilité me rongeait en pensant à l'escalade rapide et aux conséquences qui auraient pu être bien pires. C'était un vendredi soir comme les autres chez Delta Psy, avec la basse qui résonnait dans la vieille maison de fraternité et des gobelets rouges qui jonchaient presque toutes les surfaces. En tant que membre senior, moi, Damon, j'avais vu pas mal de soirées folles, mais celle-ci était spéciale. C'était notre fête annuelle d'invitation des nouveaux et tout le monde vibrait d'un mélange d'excitation et de courage alimenté par la bière. Jason, le nouveau en question, était un gars discret, pas le type habituel de fraternité. Plus tôt dans la semaine, certains gars avaient trouvé hilarant de lui faire porter un masque grotesque, un visage déformé qui semblait tout droit sorti d'un film d'horreur, et de le faire défiler sur le campus. Ce n'était qu'une blague, pensions-nous, un amusement inoffensif. Mais le regard de Jason quand le masque est tombé disait autre chose. C'était un mélange d'humiliation et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre. La fête battait son plein quand je suis sorti prendre l'air, laissant derrière moi la cacophonie des cris et de la musique. Le jardin était plus frais. La lune filtrait doucement à travers les branches des vieux chênes qui entouraient notre propriété. C'est là que je l'ai entendu, le murmure léger d'un pas derrière moi. Je me suis retourné, pensant voir un de mes frères filer avec une première année. Mais il n'y avait personne.
Mettant ça sur le compte de l'alcool, je suis rentré à l'intérieur. Le couloir semblait anormalement sombre. Les lumières vacillaient comme épuisées par une soudaine perte d'énergie. Un frisson m'a parcouru l'échine, les poils de mes bras se dressant. J'ai chassé cette sensation et poussé la lourde porte de la salle principale. La scène à l'intérieur avait changé. La musique jouait encore, mais une tension palpable flottait dans l'air. J'ai trouvé Jake, un frère de ma fraternité, pâle et tremblant, fixant quelque chose au sol. C'était Sam, un autre frère, immobile, avec une réplique du masque grotesque attaché au visage. Un foutu carreau d'arbalète, était planté dans sa poitrine. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai haleté, le cœur battant en m'agenouillant près de lui. Jake n'arrivait pas à parler. Il pointait juste vers le couloir sombre qui menait aux pièces du fond. « Il est là, Jason, avec une arbalète », a finalement balbutié Jake. La réalité de la situation m'a frappé comme un coup de massue. Ce n'était plus une fête, c'était un terrain de chasse. Les heures suivantes furent un flou de chaos et de terreur. On a trouvé 3 autres frères, chacun isolé, masqué et cruellement abattu depuis l'ombre avec une précision mortelle. La fête s'est transformée en course désespérée quand tous ont compris que la maison était devenue un piège. J'ai rassemblé quelques gars, dont Jake et Tyler, notre président, pour barricader les portes et appeler à l'aide. Mais les lignes étaient coupées et nos portables mystérieusement brouillés. « On doit rester ensemble et trouver une sortie », j'ai insisté, essayant de garder une voix ferme. Jake a hoché la tête, serrant une batte de baseball de ses mains crispées. « Allons-y, attrapons ce psychopathe !» Nous avancions prudemment, sursautant à chaque ombre, chaque bruit. En tournant un coin, une silhouette sortit d'une porte, la lumière tamisée scintillant sur la pointe d'une arbalète. C'était Jason, son visage caché par ce même masque grotesque. Il ne dit pas un mot, leva simplement l'arbalète et tira. Tyler hurla en tombant, un carreau dans l'épaule le clouant au mur. Jake et moi nous sommes dispersés, plongeant à couvert, mais je savais qu'on était dépassés et piégés. Dans le chaos, un plan se forma dans mon esprit désespéré. Si on atteignait le grenier, on pourrait peut-être envoyer un signal, ou au moins se barricader jusqu'à l'arrivée des secours. Je fis signe à Jake, et ensemble, nous avons foncé vers l'escalier étroit, évitant un autre carreau de Jason qui s'enfonça dans le bois où ma tête était quelques secondes avant. Nous étions à mi-chemin quand une explosion secoua la maison. L'odeur d'essence et de fumée nous frappa, et il était clair que Jason avait mis le feu à la maison de fraternité. Sans issue, nous avons avancé, la chaleur montant derrière nous, le feu rugissant comme une bête déchaînée. Le grenier était étouffant, l'air chargé de poussière et l'odeur grandissante de fumée venant d'en bas. Jake et moi avons claqué la porte, poussant une vieille commode contre elle d'une main tremblante. Le crépitement du feu devenait de plus en plus fort. Dehors, les flammes teintèrent les fenêtres d'orange, la chaleur nous pressant comme une foule hostile. « On va cuire ici, pas vrai ?» La voix de Jake n'était qu'un murmure, rauque de peur. « Non, pas du tout », ai-je répondu, plus pour me convaincre que lui. « On va s'en sortir. On doit y arriver. » Mes mains cherchaient mon téléphone, l'espoir remplaçant le désespoir en voyant une barre de signal, le téléphone sonnant au service d'urgence. J'ai expliqué notre situation en phrases hachées, haletantes. L'attaque, l'incendie, notre position. Bientôt, le son des sirènes au loin nous offrit un espoir, mais avec le soulagement vint la dure réalité du danger imminent. Le feu se propageait, la chaleur était insupportable. La fumée s'infiltrait dans le grenier, rendant difficile de voir et encore plus de respirer. « Il faut casser une fenêtre, prendre de l'air », ai-je articulé, l'œil irrité. Ensemble, nous avons titubé vers la fenêtre la plus proche, poussant contre le vieux verre. Elle céda dans un fracas, l'air frais s'engouffrant, combattant la fumée qui tourbillonnait autour de nous. En bas, les lumières des camions de pompiers et des voitures de police percèrent la nuit, un ballet chaotique de secours.
Je me suis penché par la fenêtre, criant à l'aide d'une voix rauque. Un pompier nous a repérés, levant sa radio pour demander une échelle. Le secours était si proche, mais le feu l'était davantage, léchant la structure de la maison, menaçant de nous emporter. Puis, une série de bruits fracassants d'en bas nous fit sursauter. À travers la fumée, une silhouette apparut au bas des escaliers du grenier. C'était Jason, sans masque, son visage marqué par la douleur et la rage. Il titubait, serrant son côté d'où le sang imprégnait sa chemise. « Tu ne comprends pas », haleta-t-il, perdant ses forces. Ils ont fait de moi un monstre. Je le fixais, le chaos autour de nous se réduisant à cette confrontation finale. Tu n'étais pas obligé de faire ça, Jason. Tu aurais pu partir. Vraiment? Son rire sonnait creux, brisé et triste. Il fit un pas en avant, puis un autre, avant de s'effondrer, son corps cédant à ses blessures et à la fumée remplissant ses poumons. La pièce tournait, la chaleur pesait lourdement sur ma poitrine. Jake et moi avons reculé vers la fenêtre, l'échelle arrivant enfin. Les pompiers grimpaient vers nous. J'ai jeté un dernier regard à Jason, étendu immobile sur le sol. Son plan s'était soldé par sa propre destruction, note tragique d'une nuit d'horreur. On nous a aidés à monter sur l'échelle, descendant dans l'air frais de la nuit, loin de la chaleur et de la mort. Les sirènes hurlaient, les lumières clignotaient, et j'ai réalisé combien nous avions frôlé la mort. Le sol semblait irréel sous mes pieds, le monde normal contrastant violemment avec l'enfer qu'on venait d'échapper. Les jours suivants, l'enquête révéla l'ampleur du plan de Jason, jusqu'où il était allé pour assouvir sa vengeance. Les masques, l'arbalète, l'incendie, tout était un cauchemar minutieux né d'une humiliation qu'il n'avait jamais digérée. J'ai survécu, mais comme les restes calcinés de la maison de fraternité, je ne serai plus jamais le même.